Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangu. Vous nous écoutez via notre réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. La pandémie de la Covid-19 au Niger, quelle est la situation de la riposte? C'est le thème du forum de ce jour. Depuis la mi-décembre 2019 est apparue en Chine, plus précisément à Wuhan, la maladie de coronavirus Covid-19, une maladie qui s'est très vite propagée dans le monde entier. Le Niger a enregistré son premier cas de Covid-19 le 19 mars 2020. À la date du 31 mai 2022, le pays a enregistré au total plus de 9000 cas déclarés positifs, dont environ 8720 guéris, 20 cas actifs et 310 décès liés à cette maladie. Mais depuis le premier cas dans le pays, des mesures de santé publique ont été prises par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette maladie, dont les gestes barrières et la vaccination. Cependant, au vu de la baisse de la tendance épidémiologique de la COVID-19 dans le pays, le gouvernement a annoncé en mars et en avril 2022, autant pour moi, l'allègement de certaines restrictions de la prévention contre la pandémie relative à l'auto-isolement et le test PCR pour les voyageurs. Alors, à la date d'aujourd'hui, comment se présente la situation de cette maladie au Niger? Où en est-on en matière de riposte contre la maladie et quelles sont les avancées enregistrées? Peut-on parler d'éradication au vu de la situation actuelle de cette maladie dans le monde entier? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons dans ce studio Mme Dejan Mariama Hamidou. Elle nous vient de la direction des immunisations au ministère de la Santé publique. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Nous recevons M. Halarou Cheibou de la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Dr Jibo Sayo Formo, il est le secrétaire général de l'Association des jeunes médecins du Niger. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Monsieur Samel Mamadou, il est le secrétaire général du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé Roassen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Studio Kalangu, merci d'être avec nous et bienvenue. Cela fait donc 2 ans que la COVID-19 a fait son apparition ici au Niger. Pour rappel, le premier cas déclaré a d'abord été signalé à Niamey, puis d'autres cas ont été enregistrés en région. Alors, je commence par vous, Monsieur Halarou, de la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. Pouvez-vous un peu revenir sur l'apparition de la COVID-19 ici au Niger? Merci, madame. Tout d'abord, avant de commencer, nous tenons sincèrement au ministère de la Santé publique de remercier le studio Kalangu pour tous les efforts qu'il est en train de faire. Il est en train de courir derrière nous et avec les autres aussi collègues des médias qui font tout pour informer l'opinion publique nigérienne. Merci beaucoup en tout cas pour, malgré notre temps, quand même on harcèle quand même pour faire. Donc en revenant à la situation, à l'apparition de l'épidémie de la COVID-19, il vous souviendra qu'on a eu le premier cas au Niger le 19 mars, comme vous l'avez souligné. Oui. Mais avant le 19 mars déjà, lorsque l'alerte a été donnée au niveau mondial, et on savait que c'est une maladie qui se propage vite. Et déjà, avant le 19 mars, on a pris des dispositions comme les autres pays de la sous-région. Entre autres dispositions qu'on a prises parce qu'on savait que c'est une pandémie, vu la propagation. Elle allait arriver, vu la propagation vite. Et puis les germes étaient connus. Comme certains les prétendent, ce n'est pas un germe qui n'est pas connu. La famille de coronavirus, c'est une famille de virus qui est connue. Et il vous souviendra aussi qu'en 2014 déjà, on a eu face à un genre de coronavirus qu'on a ramené pareil, où lorsque nos pèlerins sont partis, on craignait l'arrivée au Niger et on a fait tout un comité comme celui-là pour y faire face. Oui, avant de venir à ces mesures prises par les autorités, pouvez-vous un peu rappeler un peu cette maladie de la COVID-19, comment elle se présente? C'est ce que j'allais dire justement. C'est un coronavirus qui est connu, comme je vous l'ai dit,
Et le Covid-19, c'est la famille de coronavirus qui sont connus et ce sont des maladies qui se manifestent par une forte température, et effectivement, et un rhume, comme les gens le disent, mais qui s'éternise. Ce n'est pas comme un rhume connu. Et finalement, ça aboutit à une difficulté respiratoire. Et voilà toute la différence avec les autres rhumes. Ça aboutit à une difficulté respiratoire qui, si on ne prend pas garde, le malade peut s'étouffer, tout simplement. Donc voilà en général les complications. Et ça se complique plus généralement, c'est les personnes qui ont d'autres maladies comme l'asthme, comme l'hypertension artérielle. Et voilà. C'est ça, on appelle les antécédents, ceux qui ont des antécédents et les personnes âgées. Donc voilà en résumé ce qu'on peut dire. Mais aujourd'hui, après 2 ans de vécu de Covid-19, au Niger, on peut, tout le monde sait ces signes-là. Donc, mais on insiste sur la complication. Et c'est ce qui a fait peur au tout début. Et c'est ce qui a fait que tous les dirigeants au niveau du monde, chacun dans son pays, on a pris une psychose terrible et on a commencé à mettre des mesures drastiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au Niger, comme je vous le disais? Comment se présente la riposte? La riposte. Oui, comment on a organisé la riposte avant que d'abord Covid arrive? C'est ce que j'allais vous dire. Oui. On a mis des comités. On a mis des comités pas au plus simple, au niveau de la santé publique seulement, mais on a mis d'abord un comité interministériel présidé par le Premier ministre et qui comprend tous les ministres et qui, à chaque fois, il y aura un comité technique qui vient qui lui fait le compte rendu. Alors, je commence par ce comité ministériel. Il contient quoi? Il contient 4 niveaux de réflexion. Donc, il y a un comité des experts, c'est-à-dire que c'est un comité où il y a les chercheurs de l'université, il y a tous ceux qui peuvent donner un avis technique afin de prendre des décisions. Ça, c'est ce qu'on appelle le comité d'experts. Donc, ce comité interministériel, dans la première sous-commission qu'il contient, c'est cette commission des experts. La deuxième sous-commission qu'il comprend, c'est le comité consultatif. Il vous souviendra qu'on a pris certaines mesures et on a parlé à l'opinion qu'on a fait ça avec les religieux, avec quand on dit religieux, il y a les musulmans, il y a les chrétiens et tout là-dedans. Donc c'est ce comité qu'on a fait comité consultatif. Il est sous le comité interministériel. Deuxièmement, on est venu, comme on s'attendait à une lutte, avec tout ce qu'on a entendu dans le pays, on a mis une commission communication dans ce comité interministériel qui est directement géré au niveau de la présidence pour gérer tous les aspects institutionnels. Ensuite, il y a un secrétariat. Donc voilà les 4 structures, commissions du comité interministériel. Tout ça là, c'est le comité interministériel. Maintenant, à côté, le comité qui organise la lutte même, c'est ce qu'on appelle le comité technique. Il est coordonné par le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Lui, il y a 7 organes. Le premier organe, c'est eux, la coordination. La coordination, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé publique, c'est multisectoriel. Voilà. Dont les ONG, les autres ministères sectoriels et puis le ministère de la Santé publique. Donc ça, c'est la coordination. Et la coordination, elle coordonne quoi? Elle coordonne 6 commissions. Il faut bien suivre, 6 commissions. Chacune de ces commissions a une mission précise. La première commission, c'est la commission riposte. Comme vous avez dit, on va venir parler de la riposte contre l'épidémie. Voilà. Donc, c'est la première commission. Quel est son rôle? Son rôle, principalement, comme c'est la commission riposte, c'est elle qui suit et qui tracte tous les contacts. Tous les cas avant que ce soit déclaré. Supposons qu'il y a un malade X qui arrive à l'aéroport. On dit que ce malade, il est arrivé, il est là, il est déclaré. En ce temps-là, vous avez suivi tous les gens qu'on a mis en confinement. Avec lesquels il a été en contact. Voilà, donc ça, c'est la commission riposte, entre autres, qui suit ces cas et qui les identifie pour savoir qu'ils sont en contact. Donc, il faut prendre des dispositions. Donc, au tout début, c'était le confinement avant d'arriver au soin. Ensuite, il y a la commission de surveillance. La surveillance, c'est tout simplement la commission qui, elle, est le premier contact qui dit ce qui s'est passé. Il y a la commission logistique. Logistique, c'est tout ce que vous avez comme moyen de lutte
comme moyens roulants, comme moyens techniques qui doivent être mis en place. Il vous souviendra, quand on a mis les trucs en place, on disait que le Niger, c'est une maladie de respiration et qu'on n'a aucun respirateur. Donc, il fallait mettre tous ces trucs en place. Il y a la commission prise en charge. Il y a la commission changement social et comportemental que nous sommes membres. Il y a la commission laboratoire. Donc voilà les 6 commissions. Si on peut le comprendre, le Niger vraiment a pris des dispositions vraiment très tôt pour faire face à cette maladie. Très tôt, on a mis ce comité. Et à la date d'aujourd'hui, comment se présente la riposte même à la date d'aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, la riposte, c'est d'abord le nombre de cas où nous sommes arrivés. Vous l'avez rappelé déjà. Oui. À la date d'aujourd'hui, à la date d'hier. À la date d'hier, le 31, on avait nous avons 9050 personnes qui ont été atteintes de Covid-19 et parmi lesquelles 8720 sont guéris. Oui. Ces sont guéris là, ce n'est pas le fruit de quelqu'un d'autre, c'est le fruit de tout le monde. Parce qu'il faut d'abord déclarer à temps, il faut sensibiliser pour que les gens arrivent et qu'ils soient soignés, il faut que les gens dépassent la peur, parce que certains ont la psychose. Et tant qu'on a la psychose, on refuse de venir se déclarer, et puis bon, on fait sa maladie à la maison. Mais Dieu merci, donc on a eu ces chiffres-là, et à la date d'hier, nous avons 310 personnes décédées. Okay. Est-ce que toutes les mesures de riposte qui ont été prises en amont existent toujours à la date d'aujourd'hui? Oui et non. Voilà. Les premières mesures qu'on a prises, qui ont été décrétées, vous savez bien, c'est le confinement. Le confinement a été allégé. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qu'on confine. On a passé du confinement, l'auto-isolement, auto-isolement, auto-isolement. On a passé de l'auto-isolement direct à l'auto-isolement même chez soi. Parce qu'on a pensé, et à un moment donné, on a vu que l'évolution, les gens ont compris les maladies et certains s'isolent chez eux. Donc, l'isolement, Ensuite, avec l'avènement de la vaccination, le taux de contamination n'est plus le même. La charge de la contamination n'étant plus la même, donc il y a des mesures qui sont allégées. Avant, on ne peut pas être dans cette salle sans pour autant mettre des bavettes. Oui, mais aujourd'hui que nous sommes vaccinés, je pense que tu es vacciné. Donc aujourd'hui qu'on est vacciné, on pense que justement la charge de la contamination est moindre. Ça, c'est un. Deuxièmement, avec le nombre de personnes qui ont fait la maladie, et certains ont fait la maladie sans pourtant le savoir. Parce que les chiffres qu'on a de façon clinique, c'est que 80% peuvent faire la maladie sans pour autant le savoir. Voilà, donc ce qui fait qu'on a développé une immunité entre nous. Certains peuvent faire la maladie sans pour autant le savoir. Donc voilà, en fait, entre autres. Nous allons donc revenir vers vous, M. Hallerou, le temps de donner la parole aux autres invités. Et tout comme le ministère, différents acteurs se sont mobilisés très tôt dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ici au Niger, comme par exemple l'association des jeunes médecins du Niger. Nous avons Dr Sayo qui est présent. Alors docteur, quelle a été la contribution des jeunes médecins dans la lutte contre la Covid-19 ici au Niger, de l'apparition à aujourd'hui? Merci. Je profite vraiment de cette occasion pour remercier le studio Kalangu qui nous a donné cette opportunité vraiment de venir expliquer ce que l'association des jeunes médecins a eu à faire. Vous savez, c'est comme en temps de guerre. Comme l'a dit, quand un pays est en guerre, n'est-ce pas, toute la population doit se mobiliser. Aujourd'hui, le Niger en insécurité, vous voyez, c'est les forces de défense qui s'activent pour aller sur le terrain. Donc, quand il y a une épidémie, donc c'est les blouses blanches aussi qui doivent s'activer pour aller combattre, n'est-ce pas, cette épidémie et au-delà même une pandémie. Au tout début, ça n'a pas été facile. Vous savez, et nous, on l'appelle même le virus du siècle. Ça fait vraiment des siècles qu'on n'a jamais eu une pandémie qui a ravagé, n'est-ce pas, le monde actuel. Donc, ça a été difficile parce que et quand ça a commencé, on a fait appel à tous les jeunes médecins parce qu'on sait que le Niger a un problème de ressources humaines. Et les agents qu'on a sur le terrain, à eux seuls, ils ne peuvent pas vraiment mener le combat. Donc, nous sommes activés. On a pris attache avec le ministère de la Santé pour leur dire que, bon, voilà, nous avons mobilisé des jeunes médecins qui sont prêts à aller sur le terrain volontairement. Le début a été difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que avec les échos
qu'on avait, n'est-ce pas, dans les autres pays. Chaque fois, on nous balance 2000 décès, etc. Donc, les agents de santé ont eu peur. Oui. Mais il le fallait. Parce que si aujourd'hui, étant agent de santé, tu refuses d'aller sur le terrain, le jour où un membre de ta famille va tomber malade, ils vont l'amener à l'hôpital. Mais là-bas, là, c'est un autre agent de santé qui va le prendre en charge. Oui. Donc, d'où, au début, on a voulu vraiment mobiliser autant. Mais ça a été difficile parce que quand tu t'engages, c'est même ta famille qui va t'appeler pour te dire « Hey, un tel ». En fait, il ne faut pas aller sur le terrain parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils ont peur que tu sois sur le terrain et revenir à la maison les contaminer. Mais quand on a commencé, on était 10 au début. À l'espace de 2 semaines, on a eu à mobiliser 150 médecins et on a eu à travailler avec le ministère. Et parce que dans tous les centres au niveau de la région de Niamey, il y a des structures de prise en charge telles que l'hôpital de référence de Niamey où les malades sont hospitalisés. Tous les centres de prise en charge, c'était vraiment les jeunes médecins qui étaient, n'est-ce pas, mobilisés. Donc, on prenait les patients. Et quand on prend au niveau de l'hôpital de référence, il y avait 4 services. Et ces 4 services-là, nous avons des jeunes médecins qui font les permanences et les gardes. Donc, il y a 2 qui font les permanences et 2 qui font les gardes. Et en dehors de l'hôpital national, il y a aussi, et de l'hôpital de référence, il y a aussi l'hôpital national de Niamey, où on a envoyé à peu près 10 médecins, n'est-ce pas, au niveau des services infectieux qui prenaient en charge aussi des cas. Au niveau du stade général Sénécountié, le ministère a créé un centre là-bas. Donc là, on a envoyé à peu près une quarantaine de médecins, n'est-ce pas, pour la prise en charge des médecins. Maintenant, au début, quand ça a commencé, on n'a pas suffisamment pas de personnel, mais le nombre de lits était limité. Oui. Donc, la capacité d'accueil des patients était vraiment limitée. Oui. Donc, le ministère était obligé, en collaboration avec le service de prise en charge, de voir, n'est-ce pas, la possibilité de confiner les malades chez eux. Donc, quand un malade est diagnostiqué Covid-19, on part chez lui pour voir si on peut avoir au moins une chambre où on peut l'isoler. Oui. Si ce patient est isolé, maintenant, chaque jour, nous avons des équipes mobiles, donc qui sont au nombre de 10, avec des véhicules qui vont, n'est-ce pas, chez ces patients-là pour les prendre en charge. Donc, quand ils vont partir là-bas, ils vont prendre les constantes. On regarde si le patient a bien pris ses produits. Donc, voilà ce qu'on a eu à faire. Tous les patients à Niamey qui étaient vraiment isolés chez eux ou bien dans les centres, c'était vraiment les jeunes médecins vraiment qui les ont pris en charge. Et à la date d'aujourd'hui, est-ce que toutes ces actions sont... Vous voyez, et au début, c'était le début, les gens étaient vraiment inquiets, mais avec l'évolution, vous voyez, même les comités ont été dissous. C'est parce qu'on a compris qu'en réalité, la Covid est devenue comme les autres maladies. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Et je pense que maintenant, avec la vaccination, on a commencé vraiment à circonscrire vraiment la dangerosité de cette maladie. Merci. Alors, Samaïla Mamadou, le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé, de votre côté, comment vous avez abordé cette question de la maladie, de l'apparition à aujourd'hui? D'accord, merci pour cette opportunité de nous exprimer sur les ondes de Kalangou, et qui est un partenaire de taille. Effectivement. Et donc, le regroupement des ONG associations du secteur de la santé du Niger, le ROASEN, donc dès la première apparition donc, de cette pandémie, donc, a eu à internaliser d'abord les directives qui ont été édictées par le ministère de la Santé, puisqu'il faut le rappeler, c'est un regroupement qui travaille main dans la main avec le ministère. Et nous avons pour vocation de coordonner un certain nombre de structures et qui parle de coordination, parle d'information. Et il faut maîtriser l'information pour pouvoir mieux la diffuser. Donc après cette internalisation, nous avons procédé à la vulgarisation de ces directives, notamment à travers des interventions au niveau des médias. Mais nous avons également aussi enclenché une campagne que nous appelons Stop Covid, une campagne de sensibilisation intégrée qui visait à vulgariser ces différentes directives, notamment le lavage des mains. Donc cette campagne était intitulée Stop Covid contre le coronavirus chez moi.
Et c'est une campagne que nous avons eu à initier avec l'accompagnement d'un partenaire, comme nous intervenons au niveau de la sous-région aussi avec certaines structures. Et à travers cette campagne, nous avons eu à faire des démonstrations au niveau de certains villages aux alentours de Niamey pour montrer à la population les mesures qui ont été édictées, comment il faut les appliquer. Donc, bien entendu, le lavage des mains, on n'apprend pas aux Nigériens à laver les mains, mais c'est des mesures aussi qui nécessitent en tout cas d'être appliquées, mais aussi une certaine technicité. Parce que la contagion qui se fait à travers les mains qu'on se donne, il y a une façon de se laver les mains qui est différente de celle qu'on fait. Un temps qu'on prend pour se laver les mains, pas uniquement se laver les mains comme on a l'habitude de le faire et puis ça passe. Donc au-delà de cette campagne, nous avons également eu à mener 2 campagnes à travers 2 structures membres où nous avons eu à intégrer donc les aspects des mesures barrières, mais également les aspects de sensibilisation. Parce que ce qui avait manqué au début, c'était surtout cette approche communautaire de la sensibilisation. Parce que si vous prenez le cas de la lutte contre le sida, d'ailleurs, tout comme le palu, il y a l'approche de proximité. Voilà, oui. Il faut aller vers la population pour lui expliquer et lui donner l'opportunité de poser des questions et avoir des réponses. Oui, justement, est-ce que vous pensez que vos actions, vos sensibilisations, vos séances de sensibilisation vraiment ont permis à la population de changer de mentalité? Parce qu'on sait que bon nombre de populations étaient sceptiques face à l'existence même de cette maladie. Oui, en matière de sensibilisation, il y a toujours une certaine catégorie de population ou de groupes cibles qui sont toujours réfractaires à certaines informations. Oui. Donc, et tout comme quand on sait s'y prendre en travaillant avec les acteurs qu'il faut, on arrive à avoir vraiment des résultats concrets. Donc, les 2 campagnes dont je vous disais, c'était même au moment des élections qu'on avait eu à l'initier à travers 2 ONG qui ont eu des financements. Une ONG de l'Union européenne pour travailler au niveau des 72 départements du Niger. Nous avons profité pour greffer une formation à l'endroit des différents animateurs de ces ONG, mais aussi un volet sensibilisation. Et en greffant, chaque animateur doit sensibiliser, au même titre qu'il sensibilise pour la participation aux élections, il doit aussi vulgariser les mesures barrières, mais également informer ces groupes cibles par rapport à ces mesures. Et est-ce que le Roassen poursuit toujours ses activités en matière de riposte vraiment à la date d'aujourd'hui? Oui, à la date d'aujourd'hui, nous poursuivons toujours. Vous savez, le monde des ONG est surtout, je dirais, conditionné par l'accès au financement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de financements dans le cadre de la lutte contre le Covid, mais la majorité de ces financements étaient surtout centrés sur l'acquisition de certains matériels, comme Al-Raoui a vu le dire, qui étaient primordiaux. Parce que pour pouvoir récupérer quelqu'un qui est contaminé, la première des choses, vraiment, quand la personne rentre en détresse respiratoire, il faut un respirateur. Il faut également un agent qui peut manipuler cet appareil, mais qui peut suivre le patient. Donc, nous avons eu vraiment à aller dans ce sens, mais également à chercher des financements. Et l'intervention aussi du Roassen, c'est au niveau du comité national technique de coordination. Parce que c'est quoi l'apport de la société civile? C'est de voir ce qui est fait, qu'est-ce qui est bien fait. Là où il y a des problèmes, nous intervenons pour dire que ça, vraiment, si on le fait, ça ne va pas donner les résultats qu'il faut. Et justement, qu'est-ce que vous pensez des mesures prises par les autorités? Pensez-vous qu'elles ont été efficaces? Bon, je dirais avec le recul, vraiment, malgré que les gens ont, dans un tout premier temps, décrié même les mesures qui ont été prises, les confinements, moi je me dis qu'avec le recul, vraiment, c'est ce qui a permis au Niger d'échapper en tout cas en grande partie à cette pandémie. On regarde dans la sous-région le nombre de malades, le nombre même de morts, le nombre de morts. Et toutes ces mesures, si elles n'avaient pas été appliquées, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait. Des mesures de riposte, oui, rapidement. Oui, le temps de donner, madame, des gens, c'est la vaccination. Juste, je reviens sur 2 choses. Le comité ne sont pas dissous. C'est juste le nombre de réunions qui ont été réduites.
Et jusqu'à, par degré, on va revenir au comité technique qui a réduit ce nombre de réunions. Et finalement, on va ramener tout à la direction de la réponse aux épidémies pour continuer la lutte contre l'autre maladie. Il y a un texte qui a circulé où on a dit on a dissous le comité d'experts. Oui, le comité d'experts, comme je voulais, c'est pourquoi je l'ai souligné dès le début. Le comité d'experts est un organe du comité interministériel. Même le comité interministériel n'est pas dissous. Alors, Madame Dejan Mariama, de la direction des immunisations, vous avez entendu vos prédécesseurs, les ONG, les jeunes médecins qui se sont mobilisés dans la lutte contre la propagation de cette maladie. Quelle appréciation vous faites d'abord de leur action? Merci Madame, et je remercie aussi le studio Kalangu pour l'organisation de ce débat. Je dirais que c'est une bonne organisation qui a été faite, bien structurée. Tout le monde s'y est impliqué, de la société civile jusqu'aux jeunes médecins et au niveau aussi de la riposte aux épidémies, au niveau du ministère de la Santé. Vraiment, les gens s'y sont mis et les actions là qui ont été faites ont permis vraiment de canaliser et de réduire le nombre de cas enregistrés par le Niger. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination reste une arme puissante contre cette pandémie de la COVID-19. Vous représentez la direction des immunisations. Quels sont les vaccins qui ont été administrés aux Nigériens? Parlez-nous des vaccins qui ont été administrés aux Nigériens. Merci Madame. À l'heure actuelle, le pays a eu à recevoir le vaccin Sinopharm, qui est le premier vaccin que le pays a reçu et avec lequel on a commencé à vacciner. Il y a eu le vaccin AstraZeneca et le vaccin Johnson & Johnson, qui a une dose, et le vaccin Pfizer. Donc les vaccins, les autres vaccins en dehors de Johnson & Johnson sont à 2 doses, donc à intervalle de 4 semaines. Voilà. Et à la date d'aujourd'hui, quel est le vaccin qui continue d'être administré? À l'heure actuelle, nous avons le vaccin Sinopharm, le Johnson & Johnson et le Pfizer. Est-ce qu'on peut des chiffres à l'appui sur la campagne? Parce qu'on sait qu'une campagne massive de vaccination aussi a d'ailleurs été entreprise dans tout le Niger. Parlez-nous de cette campagne. À l'heure actuelle, le pays a organisé 5 campagnes de vaccination. Et le pays est en préparation pour une 6e campagne bientôt. Et je peux Elle a touché déjà combien de personnes? Et à l'heure actuelle, le pays a eu à vacciner sur une cible de 18 ans et plus, de 10 743 personnes à vacciner. Donc, pour une première dose, il y a 20% qui ont été vaccinés, 20,54%. Et toutes doses confondues et vaccination terminée, le pays est à 14,54% actuellement. Et pensez-vous que vraiment, sur le terrain, la population a vraiment adhéré à cette initiative, cette campagne? Bon, pour l'adhésion de la population, je dirais que oui, ils ont adhéré parce qu'on a eu des gens qui se sont fait vacciner, ils ont accepté. Et le chiffre le montre, le Niger il n'est pas parmi les derniers, il est en bonne position. Si on regarde dans la sous-région, normalement, il est en bonne position. Je dirais qu'il est en bonne position comparativement aux autres pays qui sont à moins de 1%, même il y a des pays qui sont à moins de 1%. Et à la date d'aujourd'hui, la population continue de passer ou bien de se faire vacciner? Oui, on a les chiffres tous les jours, donc on a les données actuelles. Là, les données que je viens de vous donner, c'est au 31 mai, donc c'était les chiffres d'hier. Oui, voilà. Ça. Et les gens continuent à se faire vacciner et maintenant avec le Hajj, donc les pèlerins aussi se font vacciner régulièrement parce que c'est un vaccin c'est une vaccination plutôt qui est exigée par l'Arabie Saoudite. Donc il faut que les gens soient vaccinés contre la Covid pour s'y rendre. Et que dire vraiment à la population, certaines populations qui disent qu'il y a des effets, je ne sais pas, indésirables après cette vaccination qui présentent quelques effets secondaires, si on peut l'aider? Bon, qu'on peut leur dire, c'est que vraiment c'est de voir autour d'eux, tous ceux qui se sont fait vacciner jusqu'à ce jour, il n'y a rien qui leur est arrivé. Nous, on s'est fait vacciner dès l'arrivée du vaccin, pourtant on est là, on est bien portant, rien ne nous est arrivé. Bon, je dirais que vraiment il faut qu'ils adhèrent, qu'ils aillent se faire vacciner parce qu'en se vaccinant, ils se protègent et ils protègent
entourage et leur communauté. Docteur Sayo, que dire vraiment sur les vaccins administrés, oui? Effectivement. Bon, en fait, vous savez, et je l'ai dit, le début de toute chose est difficile. Quand vous prenez, même dans les années antérieures, même le VIH, au début, les gens ne croyaient pas. Vous voyez? Et c'est quand maintenant le patient arrive au stade maladie, c'est en ce moment-là qu'elle est obligée de croire. Donc, avec le temps, les gens vont finir par comprendre. Mais vous savez qu'il y a, en fait, ce qui a un peu, trompé les gens. Vous savez, il y en a des gens qui profitent toujours de certaines occasions pour intoxiquer. Oui. Et quand on parle de vaccination, dans ce contexte-là, on ne dit pas que quand tu es vacciné, c'est fini, tu ne vas plus faire la maladie. Donc, vous voyez, et il y a eu des cas, n'est-ce pas, à l'échelle mondiale, où même des présidents qui se sont fait vacciner et qui ont fait, n'est-ce pas, une deuxième infection. Et du coup, les gens ont profité de ça pour attaquer, pour dire, vous voyez, non, ça veut dire que même quand tu fais le vaccin là, tu peux encore faire la maladie. Quand on regarde, en fait, le vaccin, ça évite de faire la forme grave. Et qu'est-ce qui tue? C'est la forme grave qui tue. Oui. Quand vous prenez au Niger, et il n'y a aucun patient qui est là, qui n'a aucune comorbidité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est des patients qui ont une autre maladie chronique. Voilà. Quand on prend par exemple tel que l'asthme, tel que le diabète, tel que l'hypertension, tel que, n'est-ce pas, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, c'est des maladies qui sont là. Quand le virus va venir se greffer, n'est-ce pas, à cette maladie-là, ça peut aggraver la situation et ça donne des maladies respiratoires qui peuvent aboutir au décès. Donc, mais quand une personne qui a ces maladies-là se vaccine, on a constaté qu'il fait juste, n'est-ce pas, la forme simple. Donc, ça l'évite de faire la forme grave. Et quand on a constaté, depuis qu'on a commencé la vaccination à l'échelle mondiale, on a plus de cas de Covid, mais moins de cas graves. Et du coup, ça a diminué, n'est-ce pas, la létalité de la maladie. Donc, cette vaccination, elle a son impact positif. Elle a son impact positif. Là, aujourd'hui, avec les données, les gens sont, même ceux qui étaient sceptiques au début, sont en train de comprendre que, bon, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Il y a eu un problème de communication. Oui. Et surtout sur la vaccination, parce que en fait, les gens pensent que dès que tu es vacciné, c'est fini, tu ne vas plus faire la maladie. D'ailleurs, madame, on va un peu revenir sur la procédure à suivre. Quelle est la procédure à suivre concernant la vaccination? C'est étape par étape, comment se fait la vaccination? En fait, comme je le disais tantôt, il y a des vaccins à 1 dose et des vaccins à 2 doses. Oui. Donc, les vaccins à 2 doses, ce que je disais, c'est le Sinopharm, et l'AstraZeneca, et le Pfizer. Et c'est genre, on le prend à l'intervalle de combien de mois? Intervalle de 4 semaines. 4 semaines. Oui. D'accord. Okay. Alors, monsieur Mamadou Sameila, vous l'avez entendu, certaines personnes ont été vraiment sceptiques quant à la vaccination, la réticence. Selon vous, est-ce qu'elle n'a pas eu la bonne information? Qu'est-ce qui explique vraiment cette réticence, selon vous? Bon, vous savez, comme ils l'ont dit, il y a la peur de l'inconnu. Ce qu'on ne connaît pas, on a peur de s'engager. Il faut d'abord attendre de voir quelqu'un, un cobaye, celui qui va se lancer le premier, pour voir ce qui va lui arriver d'abord, avant que les autres ne suivent. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'intoxication. Et aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, on a fait parler des experts qui luttaient contre la Covid, qui, on a vu avec la nouvelle technologie, sont devenus des gens qui sont revenus pour remettre en cause ou en question cette vaccination. Mais en réalité, il faut le voir comme en termes de guerre. C'est des lobbies où, pour certains, on ne peut pas percevoir ce qu'il y a derrière. Mais ce que nous connaissons, c'est que quand il y a une rumeur, il faut chercher la provenance, la cause de la rumeur et pourquoi on a créé cette rumeur. Ce qu'il faut faire comprendre aux gens, aujourd'hui, même pas les médicaments, le simple aliment, quand vous le prenez, il y a des aliments, quand vous les prenez, il y a toujours des effets. Ça agit sur l'organisme, que ce soit en bien ou en mal, ça agit sur l'organisme. Et c'est ce qu'on devrait comprendre. On a eu à conduire beaucoup de campagnes pour... ou à mettre en place des stratégies pour combattre ces rumeurs. Et parmi ces stratégies, on a vu la chefferie traditionnelle. On a vu les premières autorités se faire vacciner pour faire comprendre aux gens que l'État, là, il est là pour protéger, pas pour permettre à ceux qu'on tue
la population. Donc, ou qu'on décime la population. Aucune raison de s'alarmer. Aucune raison de s'alarmer. Et si tel a été le cas, moi je prends le simple exemple. Si vraiment on veut faire du mal aux gens, on n'a pas besoin de passer par une fabrication, l'achat de vaccins, le transport des vaccins, la mise en place de tout un mécanisme qui va coûter de l'argent. Le riz est là. D'accord. Le riz, on l'achète, on le vend à moitié prix. Les gens vont se précipiter pour l'acheter en quantité et le stocker et le consommer. Effectivement. Donc, vraiment, c'est des rumeurs. Et ce que les gens auraient dû comprendre, le vaccin, quand il marche bien, normalement, la première injection, les effets, c'est-à-dire il y aura toujours des manifestations. On va sentir comme tout autre. C'est ce qui prouve que réellement, le principe actif est en train d'agir dans le corps et qu'il y a une lutte entre nos anticorps et le produit qui a été injecté, le dérivé, que ce soit le dérivé du virus ou tout autre produit. Merci. Voilà. Alors, monsieur Halarou, au vu de la baisse de la tendance épidémiologique de cette maladie, à la date d'hier même, je crois qu'on a pu enregistrer au moins 4 cas, je crois, de malades atteints de cette maladie. Donc, la tendance est en baisse. Peut-on parler, comptant vers la fin de cette maladie, est-ce que vraiment cette tendance peut être maintenue même? Nous attirons encore une fois l'attention que la maladie n'est pas à sa fin. Ça, il faut que les gens l'internalisent et le comprennent. Voyez-vous, quand on a commencé à faire tout cette gymnastique au Niger, on n'avait qu'un cas. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où on ne reçoit pas au moins 10 cas par semaine. Il n'y en a pas. Donc, il faut être très prudent. Et vous avez vu qu'il y a des changements, le virus même peut muter et donner des variants. Nous sommes un pays qui est pauvre, dont les moyens de lutte, c'est pendant la Covid qu'on a connu ça et qu'on a commandé tout. Il faut lui demander, lui qui a pris en charge les aspirateurs auparavant, quand ils sont partis à l'hôpital de référence, même l'hôpital de référence, je crois qu'il y a 2 ou 3 aspirateurs. Et c'est après qu'on a commandé pour que... Donc, là. Et la maladie, elle est là tout le temps. Je vous ai dit pourquoi on ne sent pas aujourd'hui la vigueur de la maladie. C'est que beaucoup ont fait la maladie d'abord, l'ont développée. Il y a eu une immunité parmi nous. Beaucoup se sont fait vacciner. Donc ceux qui se sont fait vacciner, ils viennent de vous dire qu'effectivement ça réduit, même si on fait les trucs. Mais la maladie, elle reste, elle demeure. Mais le principe actif de n'importe quelle épidémie, c'est que les germes peuvent muter à tout moment. Et s'ils mutent, c'est-à-dire qu'il peut changer. Peut changer de truc. Lui aussi, il a une stratégie. Plus on le combat, plus il change. Donc, en changeant, il peut donner une autre forme qu'on ne connaît pas. Donc, pour le moment, respectons, nous on toujours les mêmes appels restent. Dès qu'on a un signe de Covid, de tout ce qu'on a décrit là, il faut tout simplement aller le déclarer. On a la chance de faire des choses. Je reviens vers vous, madame. Concernant cette vaccination, est-ce qu'elle concerne tous les âges? La cible, c'est de 18 ans à plus. Donc, tous ceux qui ont 18 ans à plus, donc, ils sont concernés par cette vaccination. Et les sites sont là. Et en dehors de ces sites-là, même ceux qui voyagent à l'extérieur, s'ils le désirent, il y a des cartes numérisées qui sont là. Les dispositifs pour élaborer les cartes numérisées sont là. Donc, si au besoin, donc, ils peuvent se rendre. Et c'est au niveau de l'hôpital général de référence, au niveau du centre de santé gouvernemental, oui. Et au niveau le troisième, c'est au niveau de Niamey 1. Donc voilà. D'accord. Donc ce sont les sites pour les vaccinations. Alors quel vraiment appel à la population, docteur Sayo Formou? L'appel que j'ai à lancer, c'est surtout de faire extrêmement vigilant par rapport aux réseaux sociaux. Si on a eu des difficultés vraiment dans la lutte contre cette maladie-là, je vous dis quelque part, c'est certains qui sont animés de mauvaise foi qui ont eu à utiliser ces réseaux sociaux-là pour intoxiquer la population. Donc je pense que les gens, il faut qu'ils fassent attention. Vous avez des parents des agents de santé, mais malheureusement, je vous dis, 2 fois, c'est même certaines blouses blanches qui nous ont compliqué la tâche. Vous voyez, vous avez écouté sur certains audios. Des audios certaines qui disent, moi en tant que médecin, je n'ai jamais vu un cas. Donc ça tient pas l'autre. Alors, tout ça là, c'est sur les réseaux sociaux. Et quand on fait... Moi, je peux aujourd'hui m'isoler dans ma chambre. Je fais un message audio et je balance ça sur le groupe.
Maintenant, est-ce qu'il faut croire à ce message? C'est le gouvernement qui va sortir pour te dire, bon, voilà, et tu refuses de croire, et tu acceptes de croire à un message audio. S'il y a quelqu'un qui a perdu dans cette affaire-là, c'est l'État. Je pense que les acteurs de la société civile, le gouvernement doivent continuer. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, si ce n'est pas Covid, demain, c'est une autre, on ne le souhaite pas. Donc, il faut que les gens se préparent. Merci. Il faut que les gens se préparent. Alors, vous, de votre côté, le roi Sen, comment vraiment consolider la riposte à la Covid-19 ici au Niger? De notre côté, je pense que la consolidation par rapport à cette riposte, elle est simple. Hein. Il faut que les Nigériens apprennent à vivre avec la Covid-19. Et pour ce faire, dans un premier temps, c'est d'aller se faire vacciner. Et si les gens savaient le coût de ces vaccins, comment on les amène dans le pays, et même certains vaccins comme le Pfizer qui nécessitent des équipements ultra performants et qui ont en tout cas un coût, mais dont également le déploiement ne peut pas se faire partout, mais quand même le pays s'est positionné, était en train de tout faire pour amener ce vaccin au plus près de la population. Moi, je pense que les gens doivent comprendre. Il ne faut pas attendre que ce vaccin soit Parce que les partenaires qui nous appuient, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont leur pays aussi à appuyer. Il y aura un moment où, c'est sûr, on va arrêter peut-être de rendre gratuit ces vaccins. C'est peut-être en ce moment seulement que les Nigériens vont comprendre que c'est quelque chose d'important, puisque les gens ont tendance à croire que tout ce qui est gratuit, c'est quelque chose à banaliser. Alors que l'État rend gratuit, prend des dispositions et les agents de santé prennent des risques pour pouvoir aller jusqu'au fin fond des contrées pour pouvoir vacciner les gens. Mais le vaccin qui est là à côté, on refuse de l'utiliser. Alors que si on l'utilise, c'est pour se sauver son entourage et permettre d'avoir une immunité collective. D'accord. Merci bien. Oui. Avant de terminer, une question, M. Halarou, la question des partenaires. Autant de partenaires appuient le Niger dans la question de cette riposte? Oui. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Si c'est mon dernier mot, permettez-moi de le dire. Oui. Et si cette lutte a été gagnée au Niger jusqu'ici, en tout cas en fonction de l'état que nous avons, c'est grâce aux partenaires avec leur appui. L'État a fait de ce qu'il peut faire, mais dans tous les pays du monde, on ne peut gagner que lorsqu'il y a l'appui. Et donc, il y a les partenaires, je cite, ce n'est pas leur nom. Certains partenaires sont même dans le comité technique. Dans chaque commission là que je veux souligner, il y a un partenaire qui colite. Donc ça, on ne peut pas le souligner, mais on remercie beaucoup les partenaires. Maintenant, je reviens à une question pour un peu préciser. Qu'est-ce que la carte numérisée que Mme Desjans a parlé? C'est en fait, quand on a conseillé les tests Covid même, au niveau de la sous-région, dans beaucoup de pays, on a vu des personnes qui nous viennent avec des tests Covid qui ne sont pas des bons tests. Ce qui fait que dans la sous-région, on a commencé à douter des tests qu'on donne. Finalement, on a dit qu'il faut faire un test, un code QR. Et c'est un code QR, ça veut dire quoi? C'est un code numérisé. Quel que soit là où tu pars, en fait, on va voir automatiquement que le laboratoire qui t'a fait cette là. Donc, maintenant, quand la vaccination est arrivée, automatiquement, la carte qu'on a donnée aux gens, c'est la toute première. Là aussi, on a vu que c'est un carton juste. Juste, il y a un cachet, mais c'est un carton. Donc, finalement, on a fait numériser. Là aussi, c'est un code. Quel que soit là où vous êtes, ça va vous permettre à ce qu'on identifie que c'est effectivement un vaccin sûr comme vous avez fait au Niger. D'accord. Et donc, avant de clôturer, comme vous l'avez dit, la COVID-19 existe toujours. Rappelez brièvement les mesures. La COVID existe toujours. En vigueur, et comme le dit le monsieur de Rausen, apprenons à vivre avec ça. Donc, d'abord, les signes. Les signes, c'est quoi? C'est comme tous les gens l'ont connu, la fièvre, la toux et vraiment la difficulté, surtout à respirer. On n'attend pas à ce qu'on arrive à la difficulté à respirer avant de venir se présenter au centre de soins. Dès qu'on a un signe qui rappelle le Covid, allons-y pour faire des dépister. Plus on se dépiste vite, plus on a la chance de sortir. Ça, c'est un. Deuxièmement, les mesures que nous avons, elles sont là. Et la principale mesure aujourd'hui que tous les pays de la sous-région ont mis en avant, c'est la vaccination. Merci bien. Et madame, votre dernier mot rapidement? Mon dernier mot, c'est je lance un appel vraiment à toute la population, à tous ceux qui ne se sont pas fait encore vacciner, vraiment de se rendre, de se faire vacciner, vraiment de bénéficier de cette vaccination qui est gratuite
qui est disponible, n'est-ce pas, au niveau des centres de santé, de se renseigner et d'avoir son vaccin. Merci bien, chers invités, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu, chers téléspectateurs et téléspectatrices. La COVID-19 existe toujours. Beaucoup de mesures ont été prises par les autorités dans le cadre de cette riposte et ces mesures existent toujours. Bien que des avancées ont été enregistrées, cette maladie existe toujours. Il faut donc respecter toujours les mesures de barrières. Donc c'est ici que prend fin ce forum. Nous étions en compagnie de Madame Deja Mariam Hamidou de la direction des immunisations au ministère de la Santé publique. Merci d'être venu. Monsieur Halarou Cheibou de la direction de la surveillance et de la riposte aux épidémies. Merci aussi à vous. Nous étions également avec Dr Sayo Formo, le secrétaire général de l'Association des jeunes médecins du Niger. Merci, docteur. Et enfin, M. Samuel Mamoudou, le secrétaire général du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé Roassen. Merci. Et donc, c'est ici que prend fin le forum qui a porté sur la pandémie de la COVID-19 au Niger. Quelle est la situation de la riposte? C'était Nafis Adam Silfo à la modération, Amina Hassan à la technique et Seni Isaka à la régie vidéo. Au revoir.